je suis écrivain numérique, on va dire, je sais pas si ça n'existe pas comme expression, et j'utilise ChatGPT dans mon travail. Hop. Du coup, ChatGPT pour moi c'est un grand incompris. Il y a des personnes qui comprennent pas ce que c'est, donc qui ne voient pas son potentiel et qui ne savent pas comment l'exploiter. Donc on a vu que ceux qui l'avaient déjà utilisé, ce que je lis souvent et ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent ChatGPT ça ne va pas me remplacer. Et c'est souvent ce qu'on voit partout. Et tous ceux qui disent ça, souvent ne l'utilisent pas, je pense, parce que sinon ils auraient peur, à mon avis. Mais bon, là on est à la version 4, ça fait quelques années que c'est développé, mais là ils l'ont lancé au public il y a seulement quelques mois, donc on a difficilement la capacité d'imaginer ce que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va évoluer très vite. Donc je pense que on va pas être remplacé, mais les métiers vont être vraiment bouleversés et transformés. Donc ChatGPT c'est quoi? C'est une interface, celle-ci. Et ChatGPT, en fait, il y a 2 mots dans ChatGPT, hein. Il y a chat et GPT. Et GPT, c'est le modèle de langue. ChatGPT, c'est ça, en fait. Vous avez l'entreprise OpenAI, d'accord, qui a créé un produit qui est en fait un chatbot. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez écrire un message en bas et il vous répond. Mais c'est simplement une itération, finalement, une version du modèle de langue qui va générer du langage. Du coup, là, on a plusieurs informations dessus. Donc, interface de chatbot, ça je l'ai dit, basée sur un modèle de langue GPT. Et après, vous avez différentes versions de GPT, puisqu'il évolue, donc il est 3.5 et 4. GPT, c'est quoi? C'est un LLM. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, hein, sinon vous allez vous endormir. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu et d'aller expliquer ce que c'est si vous pensez savoir et que vous ne savez pas. Qu'est-ce que j'ai mis sur la droite de l'écran? J'ai mis donc une requête, cite un art martial, et la réponse en dessous de ChatGPT qui est Taekwondo. En fait, ce qu'on voit, donc les lettres, vous avez le, ta, ka, a et la. À quoi ça correspond? Alors, si vous regardez, donc ça, c'est sur le Playground. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une autre interface pour utiliser ChatGPT, enfin GPT. Quand vous cliquez, là, j'ai cliqué juste après, on ne voit pas, mais il y a le curseur qui est juste après le T. Dans cette version-là, il va vous indiquer, en fait, les pourcentages de probabilité du texte qu'il aurait pu écrire. Puisque c'est de la génération de langue, il faut comprendre que ChatGPT n'est pas intelligent. Il prend un contexte et il se dit, selon ce contexte-là, je vais générer tel type de texte. Et en fait, là, on le voit. C'est-à-dire que si tu as un art martial, le premier qui vient, la probabilité, pour lui, c'est Taekwondo, à 34,63%. Mais le cas, moi, je vais poser, je ne l'ai pas mis parce qu'on va vite, mais je vais poser, cite-moi un art martial qui n'est pas le Taekwondo, et ensuite, il va vous proposer autre chose. Donc, le cas, par exemple, c'est karaté. Le A, c'est Aikido. D'accord? Donc, c'est là qu'on voit comment ChatGPT fonctionne, en fait. Il fonctionne simplement en pourcentage de probabilité. Quand on a compris ça, on comprend qu'il a besoin de contexte pour générer une réponse pertinente. On va se servir de ça, justement, pour voir comment améliorer sa manière d'utiliser. Donc, on est sur la version 4. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà vu cette représentation graphique. Donc, à gauche, vous avez la version 3 et la version 4. J'ai mis ça, on ne va pas aller dans les chiffres, mais c'est très visuel. En fait, ça vous montre simplement, il faut imaginer que le point, c'est le dataset, donc c'est l'ensemble des documents sur lesquels il a été entraîné. Donc un dataset, c'est comme une bibliothèque. Donc à gauche, vous avez la taille de la bibliothèque de la version 3, et à droite, vous avez la taille de la bibliothèque de la version 4. Ça vous montre la différence, en fait, entre la version 3 et la version 4. Ils n'ont absolument pas le même nombre de données de base pour produire du texte. L'importance du dataset, c'est quoi? C'est sa capacité à produire du contenu qui va vous paraître intelligent. Je vais vous donner un exemple sur Twitter, donc aucun rapport. Il y a eu un scandale à un moment donné sur l'IA qui est censée, enfin qui fait d'ailleurs, recadrer les images. Alors je vous explique, hein, sur Twitter, vous savez, les images sont en format carré. Si vous mettez une photo au format portrait, elle va être automatiquement recadrée pour entrer dans un tweet au format carré. Il y a une IA derrière, un algorithme, qui va se dire, OK, quelle partie de la photo je vais cadrer qui va intéresser les gens. Donc il y a forcément un algorithme qui se pose la question. Cet algorithme, il est entraîné, d'accord? J'utilise cet exemple-là parce que c'est une image, donc ça va parler à tout le monde. C'est la même chose que l'algorithme pour GPT, c'est le même fonctionnement de base. Le scandale, c'est qu'on a remarqué que très souvent, la photo était recadrée sur un homme blanc. Du coup, si vous cherchez Twitter, racisme, algorithme ou IA, je pense que vous allez retrouver la référence sur Google. Et c'est assez drôle parce que du coup, on comprend très simplement comment un algorithme comme ça fonctionne.
Pourquoi? Donc là, moi, j'ai fait des recherches parce que la vraie raison, c'est un peu plus difficile à trouver, mais si vous cherchez bien, vous trouverez aussi. Le pourquoi du comment est très très simple. En fait, le dataset, donc les photos qui ont servi à entraîner l'IA, c'est un groupe de photos, était extrêmement limité. Il faut comprendre qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées pour fournir des datasets pour les photos. Donc il y a une boîte qui a pris des photos, qui a fait une petite archive, et ils se sont dit, bah ça c'est un dataset de photos, et qui a servi à Twitter. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois que le nombre de photos est assez ridicule. Peut-être que c'est l'ordre de la centaine au maximum. Et ça, en fait, dans cette bibliothèque de photos, cet album photo, vous aviez peut-être 80% d'hommes blancs. Donc forcément, en fait, l'IA, il s'est dit, OK, si on me demande de choisir ce qui est le plus important, si je vois une femme ou un homme noir, ou un asiatique ou quoi que ce soit d'autre, je vais plutôt recentrer sur un homme blanc. Et forcément, ça crée un algorithme qui apparaît raciste, et simplement, c'est son dataset, finalement, c'est sa référence. ChatGPT, c'est exactement la même chose. Le dataset de ChatGPT, c'est beaucoup de pages sur Internet. Et donc, qu'est-ce qu'il y a le plus sur Internet? C'est des articles de blog, c'est des encyclopédies, c'est du langage assez, entre guillemets, générique, simple. Ça va pas être des poésies, ça va pas être des pages de vente, ça va pas être des chansons, ça va pas être, on en parlait tout à l'heure, ça va pas être des spectacles humoristiques, par exemple. En majorité, vous allez avoir des formats de contenu qui sont, on va dire, non fictionnels. Et c'est ça, en fait, c'est sur ça que ChatGPT est formé. Du coup, forcément, quand vous lui demandez du contenu, ça va paraître assez générique, puisque c'est ce qu'il a été, c'est sur quoi il a été formé. Donc les limites de ChatGPT et les solutions. Donc là, c'est toutes les limites qu'on entend très souvent, très régulièrement. Donc il a été entraîné jusqu'à septembre 2021. En fait, vous avez la capacité de lui donner des ressources récentes par différents moyens. Vous pouvez lui faire un copier-coller de données en lui disant, bah voilà, analyse-moi cet article du blog. Moi, je devais rédiger un article de blog sur les levées de fonds sur les startups en 2022. En fait, j'ai sélectionné moi-même les meilleurs articles. J'en ai pris 3. L'article, c'était plutôt sur est-ce que les startups sont une bonne opportunité pour 2023. Je lui ai donné la loi de finances du gouvernement, où il y avait des super, génial, pas mal de documents. Je lui ai donné tout ça et je lui ai dit, OK, fais-moi la synthèse de toutes ces informations-là. Et ensuite, ça, c'était ma base pour écrire mon article. Et ensuite, après, je lui ai fait rédiger mon article. Je l'ai retouché, évidemment, j'ai vérifié les informations. Mais il n'aurait jamais pu faire ça, puisque c'était que des données de 2022 et même fin 2022. Donc, il suffit de lui donner des ressources récentes. Il fait des erreurs, il peut mentir. Voilà. Vous avez là les éléments contre moi. Il fait des erreurs, il peut mentir, donc il faut toujours évidemment vérifier ses résultats. Il donne pas ses sources. Alors, évidemment, ça évolue très vite, donc vous avez ChatGPT sur Bing, et moi je parle vraiment de ChatGPT, pas de GPT en manière générale. Il faut lui imposer des sources. Il a un ton fade et générique, et il faut écrire un prompt précis. On va voir comment faire. Il a un mauvais copywriting, il faut lui imposer des modèles. Pour moi, les mauvais copywriting, c'est par exemple le plan qui n'est pas le bon. Vous lui demandez de générer un texte, et il va vous faire quelque chose de très générique, où il n'y a pas les parties, il n'y a pas les titres, etc. Et vous lui donnez un modèle, et il va le reproduire simplement. On va avoir un exemple après. Il a une longueur limitée, donc ça, c'est pareil, ça va certainement évoluer. Aujourd'hui, vous pouvez travailler en plusieurs fois. Vous pouvez tronçonner votre travail en plusieurs fois. L'exemple d'un article de blog, par exemple, c'est de lui dire « Génère-moi d'abord le plan, et ensuite, en fonction du plan, rédige chaque partie. » Et à la fin, vous allez avoir un contenu beaucoup plus long. Le problème de la confidentialité des données, évidemment, ne confiez pas vos données confidentielles à ChatGPT. Faites attention. Et la dépendance technologique, il faut utiliser différents outils. L'IA est en train d'exploser, donc vous allez l'embarras du choix. Ensuite, donc, du débutant à l'expert, donc, vous avez à peu près 4 niveaux d'utilisation de ChatGPT. Donc simplement poser une question, comme sur Google, ce que certainement beaucoup ont fait ici, j'imagine, pour tester un petit peu de quoi il est capable. Copier-coller un prompt avancé, donc ça on va voir, c'est ce qu'on va voir ici. Utiliser un workflow en plusieurs prompts. Donc ça, vous en faites un enchaînement. Par exemple, fais-moi le plan d'un article de blog ou rédige-moi l'offre d'emploi. Donc il rédige l'offre d'emploi, etc. Et vous pouvez faire différentes étapes. Ou automatiser le workflow. Vous prenez vos différentes étapes et vous les automatisez dans une application. Donc le prompt parfait, alors je ne sais pas si certains ont déjà vu ce genre de choses ou pas du tout. Comment rédiger un prompt? J'ai perdu tout le monde, là. Tout le monde est en train de dormir. Vous savez ce que c'est un prompt? Non, c'est l'instruction que vous allez donner à ChatGPT pour qu'il réalise une tâche. Par exemple, dans Google, vous dites, je sais pas, je recherche une photo de petit chat qui est noir, je vais faire petit chat noir.
et après je vais aller dans image. Et dans ChatGPT, vous allez mettre quelque chose de plus complexe. Je voudrais savoir toutes les races de chats noirs, petits, qui pourraient venir de tel pays ou un truc comme ça. Et du coup, il va aller chercher ce truc-là. En fait, un prompt, c'est simplement ce que vous tapez dans le champ pour le. C'est juste votre demande, hein, tout simplement. Qui a déjà fait une recherche sur ChatGPT? Alors, je prends une personne au hasard, celle qui se reconnaît, parce que je ne sais pas. Quelqu'un peut prendre la parole pour m'expliquer ce qu'il a demandé à ChatGPT? Ouais. Comment tu t'appelles? Ouais. Moi, Anthony, alors du coup, c'est pas seulement sur des questions RH, mais c'est plus, je veux passer sur des réflexions plus poussées ou de l'information plus pertinente plutôt que de taper sur Google et d'abord à aller sur les sites et à chercher à faire moi-même ou dans la preview Google. Je fais directement sur Et c'est quoi un exemple de recherche que tu as fait de demande? un exemple tout bête. Cite-moi les principales qualités d'un manager. Ok. Ou alors, je fais souvent pour résumer des articles. Je vois un article qui m'a l'air intéressant, je copie-colle dedans et me dit résumement en 200 caractères. Ok. Donc là, on est très bien, pas parfait, c'est un très bon exemple. Donc là, on est sur un prompt, entre guillemets, 100, qui est assez court. Vous lui posez une question et vous lui faites faire quelque chose. Vous allez avoir un certain résultat. Et dès que vous allez vouloir avoir un résultat beaucoup plus précis, vous allez avoir besoin de faire des étapes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Anthony, d'avoir des résultats qui semblaient trop génériques ou qui ne correspondaient pas exactement à ce que tu voulais? Du coup, si je trouve pas, je mets un contexte un peu plus précis, où je dis reformez-moi différemment, ou j'attends tel type de réponse. Voilà. L'avantage de ChatGPT, c'est que c'est un chatbot. Donc en fait, vous lui posez une première question, il vous répond et il est éduqué pour rebondir sur ce que vous dites. D'accord? Il y a une limite à ça, c'est sa mémoire. Donc on ne va pas rentrer dans la technique, mais ça se compte en tokens. On considère que les tokens, c'est comme des lettres ou comme des mots. Quand vous avez usé votre crédit de mots, il ne se rappelle plus de ce qu'il a dit au début. Donc votre conversation, en fait, a une certaine limite. C'est comme discuter avec quelqu'un qui n'a pas de mémoire immédiate ou qui a une mémoire sur 20 minutes. Au bout de la 21e minute, il se rappelle plus ce que vous avez dit au début. Donc il faut peut-être vous donner votre prénom. T'es qui toi déjà? Et en fait, c'est un peu la même chose avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez commencer à faire des références à quelque chose du début, et vous allez vous rendre compte qu'il a perdu l'information, en fait. Ça va devenir... Et c'est la grosse problématique. La solution à ça, c'est d'arriver à créer un prompt, donc une requête, hein, vraiment très complète, très dense, très concise, pour utiliser un minimum de tokens, minimum de mémoire, puisque sa mémoire, c'est pas uniquement sa réponse, c'est absolument tout ce qu'il y a dans le chat. Donc, votre première demande, sa réponse, etc., etc. Quand vous réussissez à faire une première demande qui est extrêmement complète, vous allez avoir des résultats tout de suite meilleurs et vous allez gagner finalement en efficacité sur le prompt. Donc là, il y a 7 étapes. C'est entre guillemets le minimum et le truc le plus classique, mais il y a des documents aussi qui circulent sur Internet, vous voyez des fois 21 critères, etc. L'idée reste la même, en fait, il faut être ultra spécifique. Donc le plus simple, c'est que vous lui attribuez un rôle. Par exemple, si vous voulez quelque chose sur les RH, vous allez dire tu es recruteur spécialisé. Si c'est du marketing, tu es assistant marketing, etc. Vous lui attribuez le rôle de l'expert de la tâche que vous voulez lui donner. Ensuite, vous lui indiquez clairement la tâche qu'il doit faire. Troisième chose, c'est l'objectif. Ensuite, vous lui donnez du contexte. Après, c'est assez clair. Hein. Vous lui donnez aussi les étapes qu'il doit suivre. Et vous pouvez aussi lui donner des étapes et lui dire ne fais pas toutes les étapes tout de suite. Je te dirais de faire l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Ça marchera particulièrement sur la version 4. Sur la version 3, c'est un petit peu plus difficile. Vous lui donnez des contraintes. Ça, c'est... En fait, vous lui donnez des limites. Il faut imaginer que ChatGPT, comme j'ai dit, il a un référentiel de documents. Pour lui, en fait, il n'y a aucun préjugé, aucun a priori, aucune notion de quoi que ce soit. Quand vous arrivez avec une question, il peut partir dans toutes les directions possibles et imaginables. Donc, quelquefois, ça tombe juste, quelquefois, ça tombe pas juste. Et vous vous rendez compte, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous rendre compte que des fois, il se dit des choses, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Il faut être ultra précis, donc lui mettre des contraintes, c'est vraiment mettre des barrières très claires. Il faut dire non, ça, je ne peux pas. Ensuite, le format, lui imposer un format. Donc ça peut être un truc très basique, fais-moi une liste. Ça peut être un tableau, ça peut être utilise tel niveau, tel formatting. Par exemple, là, j'avais fait une démo sur les articles de rédaction web, c'est utilise un format qui va en gros me mettre tous les titres, déjà les liens qui sont insérés, certains mots en gras, etc., etc. Ça dépend évidemment de vos usages, mais le format peut être très important. Et ensuite, après, vous avez juste à copier-coller le texte. On va avoir des exemples, hein, ça va être un peu plus parlant. Donc voici un exemple. Donc on arrive à peu près à lire.
un exemple de prompt qui utilise donc les 7 étapes. Et j'ai essayé d'utiliser un peu de couleur pour que ce soit clair. Donc, salut ChatGPT, en tant que responsable des ressources humaines expérimentées, donc ça, c'est le rôle. Je souhaite que tu m'aides à rédiger une offre d'emploi pour le poste de... Et là, il y a une variable, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça, c'est la tâche. Ensuite, l'objectif. L'objectif est de créer une annonce attractive et précise qui attire les candidats qualifiés. Le poste est dans l'entreprise, nanana, qui est une entreprise du secteur, nanana. Ça, c'est le contexte. Ensuite, vous donnez les étapes. Je ne vais pas toutes les lire. Vous précisez la tonalité. Assure-toi que le ton de l'annonce est professionnel mais accueillant. Et ensuite, c'est structuré avec des titres et des listes à puces pour une lecture facile. Vous voyez en fait comment ça se décompose assez simplement et naturellement, sauf qu'on n'y pense pas forcément. Et quelqu'un qui n'a jamais vu ça pourrait simplement dire « Je recrute tel poste, rédige-moi une annonce d'emploi ». Et vous auriez un certain résultat. Là, en précisant toutes ces étapes, vous avez quelque chose qui va être beaucoup plus précis. Là, vous avez quelque chose. Ce prompt, en fait, a été écrit par ChatGPT. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ChatGPT lui-même. Et une des clés pour mieux utiliser ChatGPT, c'est d'avoir ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire qu'est-ce que je dois dire à ChatGPT, comment je dois formuler ma demande, etc., vous êtes toujours en train de vous demander vous-même comment faire les choses, utilisez ChatGPT lui-même. Pour chaque chose, posez-lui la question. Plutôt que de vous dire qu'est-ce que je pourrais demander à ChatGPT, demandez-lui ce que vous pourriez lui demander. Il va vous faire la liste des questions. Donc en fait, c'est vraiment, mais c'est un blocage psychologique qu'on n'a pas forcément, parce qu'on est habitué à Google qui nous donne juste une liste de résultats. Là, la puissance de ChatGPT, c'est que lui-même, en fait, il va pouvoir vous donner des questions. J'ai, par exemple, un exemple. Si vous dites, OK, j'ai envie de faire du sport, je vais en qui me crée un plan d'entraînement. Vous allez demander, fais-moi un plan d'entraînement. Mais sauf que pour faire un plan d'entraînement pertinent, il faut demander plein d'informations. Si vous dites, bah, imagine que tu es un entraîneur expérimenté, et moi, je ne connais rien en sport. Fais comme si on avait un entretien, tu me reçois, et en gros, tu me poses toutes les questions que tu devrais me poser pour qu'on travaille ensemble, pour que tu deviennes mon entraîneur. D'un seul coup, en fait, il va vous poser toutes les questions, et à chaque fois que vous allez répondre, il va vous reposer une question. Et d'un seul coup, en fait, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à répondre aux questions. Donc vous inversez les choses. Et ça, c'est valable sur absolument toutes les thématiques. Comment peux-tu aider? Donc ça, c'est un prompt. Donc c'est un exemple de prompt. Créateur du prompt. Vous aurez accès à... Oui, vous aurez accès. Quand le playbook pour regarder un petit peu plus en détail. On ne va pas le lire, hein, je vous rassure. Sinon, là, je vous tue. Hein. Là, en gros, l'idée, c'est que vous copiez-collez ça. Et ensuite, il va vous répondre et il va vous créer le prompt. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour créer ça. Ensuite, ChatGPT pour les recruteurs. Quelles sont les tâches chronophages d'un recruteur? Je devais préparer une présentation, vous allez demander en fait, peux-tu m'aider? Comment tu pourrais aider? Peux-tu me dire comment tu pourrais aider les recruteurs et les RH? Donc, mets-moi un exemple de prompt pour chaque tâche, classe tes réponses dans un tableau par métier. Et hop, il l'a fait. Donc, si vous souhaitiez savoir comment il peut vous aider, ChatGPT vous renseigne. Présélection des candidatures, rédaction des descriptions de postes, planification des entretiens. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai commencé à me poser la question et je me suis dit, mais en vrai, c'est presque infini en fait. Il peut vous aider sur plein de choses. L'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre comment lui poser les bonnes questions. Et dès que vous avez un besoin, si vous avez compris ça, ensuite après, vous verrez très rapidement s'il peut vous aider ou pas. Donc là, il y a pas mal de cas. Alors les requêtes qu'il donne sont très basiques. Donc les applications, là je vous ai fait un copier-coller de l'ensemble de ces tableaux, parce que là, je ne vous ai pas tout mis. Donc l'idée c'est pareil, vous aurez le slide, mais c'est infini quasiment. Petite démonstration. Donc ça c'est un prompt pour rédiger une annonce d'emploi. Vous avez des variables en jaune. Pareil, ce prompt a été généré par ChatGPT. Je vais simplement demander de me créer un prompt de rédaction d'emploi en incluant des variables que je pourrais réutiliser à chaque nouveau poste. Il me l'a créé. C'est même pas moi qui l'ai écrit. Ensuite, là, il est en train de rédiger, donc je sais pas si on voit. Ouais. C'est la vitesse réelle. Il est en train de rédiger une annonce pour un poste de développeur pour Courtepaille. Et alors évidemment, je sais pas si je crois que j'ai fait une capture d'écran, donc en temps réel, c'est 10 secondes. J'ai chronométré. Donc il met 10 secondes pour rédiger son annonce d'emploi. Je sais pas si j'ai mis une capture d'écran. Je pense que c'est celle-ci, oui. Ouais. Je peux faire avec ChatGPT. Ouais, mais là, comme ça, moi, c'est fait. Ça gagne du temps, en fait. C'est pour ça que j'ai filmé, comme ça, je me suis dit, on gagne du temps sur la presse. Et là, donc c'est le résultat qu'il a donné. Développeur Java chez Courtepaille. Vous avez une présentation d'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Courtepaille aujourd'hui. Courtepaille est une entreprise de restauration bien établie avec son siège social situé à Évry, en France.
250 restaurants, etc. Donc je ne sais pas si tout est vrai, mais en sachant que je vais donner absolument aucune information sur CourtePaille à part son siège social à Ivry, c'est tout. Donc ça, vous pouvez lui donner évidemment si c'est votre entreprise ou si c'est votre client, vous pouvez lui donner. Et comme ça, ce sera hyper personnalisé. Donc ensuite, la mission... Ah oui, pardon. Ici, on se rend compte d'une problématique. Vous avez écrit votre annonce d'emploi, mais elle ne correspond pas à votre tonalité. On en a parlé plus tôt, les annonces d'emploi, il faut qu'elles aient une certaine tonalité, etc. J'ai entendu aussi dire, je crois que c'est Léo qui disait, ChatGPT, c'est pas humain, ça, voilà. Ce qui est assez vrai souvent. Mais il y a une méthode pour ça. Je sais pas si quelqu'un a un mouchoir, parce que je suis en train de... En effet, ça va être plus agréable pour tout le monde. Je suis désolé. Incident technique. Merci beaucoup. Top. ChatGPT ne se mouche jamais, donc c'est assez pratique. Du coup, beaucoup plus agréable comme collaborateur. Donc oui, la problématique, c'est que la tonalité est forcément un peu générique, en tout cas, on pense qu'elle est générique. En fait, la réalité, c'est qu'on ne lui a pas précisé comment dire les choses. Donc, il y a une manière très simple, il n'y a même pas besoin de réfléchir, il suffit simplement de lui donner un exemple. Donc ça, c'est un copier-coller d'une vraie annonce de CourtePaille pour un boss dans un de ses restaurants. Et on voit la tonalité. Chez CourtePaille, on vous sert de vraies opportunités, depuis le temps qu'on se connaît, on peut se tutoyer, etc. C'est une vraie annonce que j'ai trouvée sur leur site carrière, je crois. Et je demande simplement à ChatGPT de le copier. Et en fait, après, l'annonce est réécrite en 10 secondes. Donc ça, c'est ce que ChatGPT a réécrit. Ils sont chez CourtePaille, nous vous offrons bien plus que de simples emplois. Et là, on voit que tout de suite, il est passé sur une autre tonalité. Là, il est en train de tutoyer. Et il a rebuté les informations, le groupe n'a pas carreau, etc., etc. Donc il a complètement changé et sur un simple copier-coller d'une annonce. Je lui dis juste l'annonce, et je lui dis, inspire-toi copie le style de cette annonce et réécris l'annonce d'emploi. Pareil, en 10 secondes, c'est fait. Donc c'est un truc que je vous donne. Si vous voulez qu'il prenne un certain style, etc., c'est très simple en fait. Ensuite, donc l'automatisation, donc là on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience des possibilités multipliées de ChatGPT. C'est qu'ici en bas, vous avez un exemple d'une automatisation. Alors comment ça fonctionne en 2 mots? Vous avez des sources, donc là Google Sheet, Notion, et vous avez 2 modules ici, qui sont en fait des modules ChatGPT, et à la fin vous avez un email. Alors cette automatisation particulièrement, c'est des profils LinkedIn, qui sont ici. Ensuite, on a une base de persona. Donc, je pense que la notion de persona, les gens connaissent, c'est votre client idéal, c'est votre candidat idéal. Et on va lui dire, OK, tu vas t'adresser à ces profils LinkedIn, tu vas utiliser toutes les informations sur mon candidat idéal, ses peurs, ses problèmes, ses frustrations, ses blocages, ses désirs. Et tu vas écrire un message, un email pour le coup, vraiment ultra personnalisé. Et ChatGPT va le faire, et l'avantage d'utiliser des bases de données, c'est que vous mettez des variables, c'est-à-dire que votre persona peut changer. Ça peut être un développeur Java, le lendemain ça peut être un commercial, etc., etc. Et à chaque fois, il va adapter son message à différents personas. Donc ça, c'est possible facilement, et vous pouvez lancer des messages personnalisés, des emails ou des messages d'approche sur LinkedIn, ultra personnalisés, en laissant ChatGPT écrire vos messages. Donc on n'est plus au bonjour prénom avec la variable, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé. Il va vraiment utiliser les informations du profil personnel avec ce que vous proposez comme valeur et utilisant donc toutes les barrières et les psychologiques, on va dire, du candidat. Et sachant que si ça, vous ne savez pas le faire, vous pouvez demander à ChatGPT comment je fais ça. C'est-à-dire que ce truc-là, vous dites, ouais, mais je ne sais pas faire les intégrations et tout comme ça, il dit, bah, écoute, en fait, moi, je suis niveau 0, donc fais-moi étape par étape tout ce que je dois faire pour mettre ce funnel en place ou un truc comme ça. Il va dire, bah voilà, tu télécharges ça, tu vas là, tu cliques là, t'es arrivé là, oui. Bah non, j'ai pas compris, reformule, tac, 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 tac. Comme si c'était un prof à la maison et il peut vous guider sur toutes les étapes. Et pour lui dire, bah, par exemple, j'aimerais bien que tu inverses le truc et tu me poses des questions à ta place de ce que je dois faire et me dire étape par étape si j'ai validé ou pas. Donc, et c'est lui qui va vous poser des questions comme tu disais tout à l'heure. Exactement. En fait, oui, c'est ça. Il ne faut pas seulement lui poser des questions, il faut lui demander de nous poser des questions. Ça, c'est Quand on a compris ça, on a beaucoup avancé sur l'utilisation de ChatGPT. Et la dernière chose, c'est, pareil, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, c'est la technologie du fine-tuning. Donc ça, c'est ce qui existe déjà et qui va se développer. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement
Le fine-tuning, c'est vraiment lui donner vos propres données entreprises, ou n'importe quelle donnée, et lui dire, voilà, je veux que tu travailles avec ces informations-là. Moi, j'utilise un tout petit niveau, très simple à mettre en place en quelques minutes, simplement pareil avec une base de données, en lui disant, voilà, si jamais quelqu'un me pose telle question, voilà les informations à ta disposition pour lui répondre. Donc, moi, j'ai créé une boîte automatique pour gérer la boîte mail, où quand des mails rentrent, ChatGPT analyse le mail, va dans la base de données en disant, OK, là, j'ai un candidat qui postule, est-ce qu'on a des postes à pourvoir? Donc, il regarde la liste, ah, on n'a pas de poste à pourvoir, qu'est-ce que je dois dire? OK, je dis ça, et hop, il répond de manière... Et ça, c'est assez simple. Le prompt, c'est le cerveau. Et ensuite, après, vous avez juste à changer quel poste il y a à pourvoir, quel est le numéro du service client, etc., etc. Et automatiquement, ChatGPT va générer un contenu pour vous. Donc, la technologie du fine-tuning, c'est vraiment adapter ChatGPT à vos propres données. Et le côté générique, en fait, disparaît. Imaginez ChatGPT avec ce qu'on disait, le dataset, la bibliothèque de référence, qui est votre dataset, qui sont les données de votre propre entreprise. Là, vous allez avoir toute la puissance, et en plus, sur mesure. Et c'est ce qui va être déployé, je pense, dans pas mal d'applications. Aujourd'hui, vous pouvez le faire avec de ficelles, mais dans un an, vous l'aurez dans beaucoup d'applications. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que tout le monde, j'ai perdu tout le monde, je pense. Je fais beaucoup moins de blagues que Léo, donc forcément. Oui. Est-ce que là, c'est la version... Alors, très bonne question. Ça peut être les deux. Par contre, ça dépend. Tout ce que j'ai dit là, je dis plusieurs choses. J'ai simplifié. Hein. Si vous faites des requêtes en ligne, vous allez sur ChatGPT et vous posez vos questions. Et là, c'est la version gratuite. Posez vos questions, etc. Si vous prenez la version payante, 4, vous allez avoir apparemment un accès beaucoup plus facile. Puis apparemment, parce que moi, je l'ai en version payante, donc je ne me rends pas compte quand c'est gratuit. Mais apparemment, quand c'est gratuit, c'est assez lent. Là, vous payez $20 et vous avez un accès ultra rapide, il n'y a pas de problème. La version 4, ça va vous donner des contenus qui sont plus précis, plus intelligents. Dans un exemple très très précis. Demande à ChatGPT de me générer un article de blog en lui demandant de mettre ce titre en gras, les mots en gras, et d'insérer des liens directement sur les mots. Version 4, il le fait. J'ai mon article qui est prêt, je peux cliquer-coller, je le mets en version 3. Il me fait les titres, mais il ne va pas mettre les liens. Il va mettre un mot sur deux en gras, etc. Donc c'est difficile à décrire quand on ne pratique pas, mais on va dire que, pour simplifier, on va dire que le 4 est plus intelligent. C'est une simplification. C'est plus précis, c'est plus fin, il va être mieux capable de créer des styles différents, de s'adapter, etc. Donc ça dépend de votre usage. Si vous avez un usage Google, je pose une question, je mets une réponse, la version gratuite suffit. Et si vous voulez une version gratuite rapide, payez. La version 4 est moins rapide. Moi, quand je pose une question à la version 4, c'est beaucoup plus lent. C'est pas ça qu'on demande, en fait. Il va être beaucoup plus précis, mais c'est très lent. La version 3.5 Turbo, c'est ce qu'on a vu là. Là, l'annonce est déjà en 10 secondes, c'est payant en version 3.5. En version 4, ça va être plus lent. Et après, on va s'amuser à aller voir les différences. Il y a eu beaucoup de différences parce que ma demande, elle n'était pas très précise. Et juste pour terminer là-dessus, si vous commencez à relier ChatGPT avec des bases de données, pour lui demander de rédiger un contenu qui est ultra personnalisé, et là, il faut quasiment utiliser la version 4. Et c'est un autre accès, c'est l'accès API. Il faut savoir que sur OpenAI, vous avez ChatGPT, vous pouvez payer l'abonnement, et vous avez l'accès à l'API. L'accès à l'API, donc vous allez sur plateforme.openai.com, si ce ne sont pas. L'accès à l'API, en fait, ça vous permet de faire les automatisations. D'accord? Et là, en fait, ça, on rentre dans le détail, mais juste pour aller jusqu'au bout de la logique, c'est pas, je crois que vous avez accès à ça sans payer. Il me semble, vous l'avez automatiquement quand vous avez votre Twitch. Vous n'avez pas la version 4, du coup, vous avez la version 3. Et vous avez un crédit, au départ, je crois que c'est $5. Et ça coûte quelques centimes à chaque fois. Donc, vous pouvez l'utiliser et le tester. D'accord? Si vous commencez à l'utiliser beaucoup, vous épuisez votre crédit gratuit de test. Après, il faut mettre votre coordonnées bancaires, votre carte bleue. Et vous lui mettez une limite d'utilisation par mois. Et il dépasse les mêmes pas. Donc, vous dites, par exemple, je sais pas, je ne vais pas payer plus de $20. Vous l'utiliserez. Ce n'est pas l'abonnement $20, c'est un instructionnement. Voilà, pour être vraiment aller dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ok. Est-ce qu'il va s'améliorer au fur et à mesure des requêtes? Est-ce qu'il est apprenant? Est-ce qu'il s'enrichit? Ou est-ce que c'est figé avec Ça, c'est la logique du fine-tuning. Ça va être la logique d'une entreprise qui va nous donner sa data. Et normalement, il est censé s'améliorer. Après, le problème, c'est qu'il s'améliore, oui, mais il a une mémoire limitée. Donc, en fait, on tourne un petit peu en
C'est une espèce de poisson rouge génial qui, à un moment donné, repart à zéro. Donc, mais on est au début, c'est une version limitée. La version débridée que Microsoft a achetée, c'est pas encore ce qu'elle va faire. C'est la version qui va vraiment nourrir les applications en direct. Il y a une seule version utilisateur direct. Mais toutes les applications qui se branchent sur ChatGPT en direct n'ont pas cette mutation. On fait distinguer les deux, en fait. Nous, on a une version ultra bridée, directement accessible. C'est un peu tard d'ailleurs, parce que c'est déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand tu lui poses une question sur un thème et que tu veux changer de thème, il faut lui demander d'oublier ce qu'il a appris avant. Alors, oui et non. Pendant 3 mois, tout le monde nous a dit « Ah, c'est le hack, c'est le truc. » Genre, tu dis « Oublie tout ce que tu as pas changé. » Et en fait, pas forcément. Moi, j'ai jamais vu de différence, personnellement. Et je l'utilise absolument ça. Et c'est pas de moins bon, de meilleurs résultats. Donc, je pense pas. Ce qui est vraiment... non, vraiment, non, j'ai aucune différence de résultat. Par contre, en fait, moi, sur l'interface, tout simplement, je fais des parallèles au chat. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Merci. Est-ce qu'on a une question? C'est que du texte pour l'instant. Alors, c'est que du texte. Ils ont annoncé des applications photos, une semble une vidéo, etc. C'est la version 4, mais qui ne sont pas encore accessibles. Mais ouais, apparemment, ça va être... parce qu'ils ont promis, ce qu'ils ont annoncé, en tout cas, assez fou. Et on a d'autres IA qui sont capables de faire des vidéos. On a déjà une création de vidéo. Mais là, on sort du cadre ChatGPT. Mais oui, bon, on va pas parler de Midjourney, on peut en parler. Si vous utilisez Midjourney, qui est un générateur d'images, vous pouvez éduquer ChatGPT pour vous créer vos prompts pour Midjourney. Et moi, je me suis créé, alors ça c'est en détail, moi je me suis copié-collé toute la doc de Midjourney. J'ai enlevé tout ce qui était superflu pour limiter le nombre de tokens. Et j'ai un doc dans mes notes comme ça. De copier, alors j'utilise le Playground, peu importe, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus là on rentre plus dans la technique, mais ça permet d'avoir beaucoup plus de tokens sur Playground. Je lui copie comme ça. Et je lui dis, ok, tu es spécialiste Midjourney. Je lui explique que Midjourney c'est comme Dali. Il connaît Dali, alors Dali c'est un produit OpenAI. Il connaît pas forcément Midjourney dans le détail. Et je dis, je te donne toute la doc. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour écrire des prompts de niveau professionnel. Et comme ça, en fait, c'est ce que j'ai, c'est des fine-tuning. Au final, on me donne la donnée. Je dis, voilà, utilise tout ça. Et maintenant, écris-moi des prompts. Et ça marche très bien parce que, rappelez, la mémoire limitée, s'il lui donne, je crois que c'est 2048 à la limite sur une seule requête, et c'est 8000 ou 9000 sur des requêtes cumulées. Si je dépasse 8000 ou 9000, hop, ça s'arrête, il me dit, j'ai plus rien, et un objet tourné à 0. Et sur un prompt de Midjourney, ça marche très bien parce que c'est 2 phrases. Donc en fait, je vais donner quelque chose de très 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 long. Par contre, je ne pourrais pas le faire si je lui demandais de m'écrire un roman. Ça ne fait pas. C'est bon? On a lu le temps? Cool. Parfait. Merci.